Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonça par radio la capitulation sans condition du Japon, plongeant la nation dans la stupeur. Un silence de mort s'installa dans les rues, l'incrédulité régnant, l'Empire avait capitulé. Pour les citoyens ordinaires, ce fut la fin des bombardements et de la famine. Mais pour les dirigeants militaires et politiques japonais, ce fut le début d'une période bien plus sombre, annonçant leur chute imminente. Ces mêmes dirigeants avaient mené la guerre depuis ses débuts. Certains avaient anticipé l'invasion de la Mandchourie en 1931, tandis que d'autres avaient subi les brutales campagnes de Chine, d'Asie du Sud-Est et du Pacifique. À présent, ils tremblaient à la perspective des représailles alliées. Ils craignaient d'être arrêtés et tenus responsables de décennies de violence, massacres, travaux forcés et mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre. Dans les bâtiments gouvernementaux, la terreur s'empara des cœurs. Les hauts fonctionnaires tinrent des réunions d'urgence à huis clos. Des individus triés sur le volet détruisirent des documents classifiés, des ordres, des communications et des archives provenant des prisons et des territoires occupés afin de dissimuler leur implication à l'approche des enquêteurs alliés. Certains disparurent de la vie publique, tandis que d'autres revêtirent des vêtements civils et se réfugièrent dans les zones rurales. Une poignée d'officiers supérieurs tentèrent de quitter le pays par bateau. Parallèlement, les Alliés se préparaient à prendre le contrôle total du Japon. Le 30 août 1945, les forces américaines commencèrent leur arrivée, avec le débarquement de la 11e division aéroportée sur la base aérienne d'Atsugi. Le 2 septembre, le Japon signa officiellement les documents de capitulation à bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo. Le même mois, le général Douglas MacArthur arriva à Tokyo et installa son quartier général dans le bâtiment d'Aichi, juste en face du palais impérial. Sa présence ne visait pas seulement à superviser la capitulation du Japon, mais aussi à mener une transformation profonde du pays. L'une de ses premières priorités fut d'instaurer la justice pour les criminels de guerre. Il initia la création d'un organe judiciaire international, le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient, TMIEO. Ce tribunal était principalement chargé d'enquêter sur les crimes de guerre commis par le Japon, de les juger et de les condamner. Il s'inspirait des procès de Nuremberg en Europe contre les dignitaires nazis, mais se concentrait sur les crimes commis en Asie et dans le Pacifique. Le TMIEO fut officiellement constitué en septembre 1945, son siège étant situé à Tokyo. Contrairement au procès classique, ce tribunal n'était pas exclusivement réservé au Japon. 11 nations ayant combattu le Japon pendant la guerre y contribuèrent, chacune fournissant un juge et un procureur en chef. Les nations participantes étaient les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union soviétique, la Chine, l'Australie, le Canada, la France, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, l'Inde et les Philippines. Ces juges furent sélectionnés afin de refléter la dimension mondiale du conflit et d'offrir une diversité de points de vue juridiques. Le tribunal classa les accusations en 3 catégories. La catégorie A pour les crimes contre la paix, responsable de la planification et du déclenchement de la guerre, la catégorie B pour les crimes de guerre conventionnels, tels que l'exécution ou la torture de prisonniers, les massacres de civils et les dommages matériels, et la catégorie C pour les crimes contre l'humanité, meurtre de masse, travail forcé, expérimentations humaines. Le tribunal avait le pouvoir de juger des individus pour toute combinaison de ces infractions en fonction de leur rôle pendant la guerre. L'une des premières responsabilités du tribunal fut d'établir une liste exhaustive de suspects. Les enquêteurs ont rassemblé des données provenant de divers endroits d'Asie, recueilli des témoignages de survivants et examiné des milliers de documents militaires, et gouvernementaux intacts. Ce travail a permis d'élargir la liste des personnes visées, entraînant l'interrogatoire de hauts gradés de l'armée, de membres du gouvernement et de diplomates. Des mandats d'arrêt ont été exécutés à Tokyo et dans d'autres zones urbaines et de nombreux hauts responsables ont été arrêtés à leur domicile, sur leur lieu de travail ou dans des lieux où ils se cachaient. Parmi les personnes appréhendées figuraient des personnalités importantes telles que Hideki Tojo, ancien Premier ministre et ministre de la guerre du Japon qui avait joué un rôle déterminant dans les opérations militaires du pays, notamment l'attaque non provoquée de Pearl Harbor en 1941. Koki Hirota, ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre avant la guerre, a également été arrêté. Bien que civil, son implication dans la politique étrangère et son incapacité à empêcher les atrocités militaires le rendirent responsable devant la loi. Etaro Kimura, général commandant des troupes en Birmanie, était tristement célèbre pour les traitements brutaux infligés aux prisonniers alliés lors de la construction du tristement célèbre chemin de fer Birmanie-Thaïlande, ce qui le fit rapidement devenir un suspect majeur. Seishiro Itagaki, un autre général ayant une longue expérience militaire en Chine, fut arrêté pour son rôle dans les campagnes d'agression et les politiques d'occupation.
Par ailleurs, Kenji Doihara, général et officier de renseignement, avait largement contribué à l'expansion du Japon en Mandchourie. Doihara était profondément impliqué dans la création de l'État fantoche du Manchukuo et lié à des opérations secrètes justifiant les premières invasions japonaises. Au total, 28 personnes furent officiellement sélectionnées pour être inculpées de crimes de catégorie A devant le tribunal de Tokyo. Elles représentaient les plus hautes sphères du commandement japonais en temps de guerre. 11 chefs militaires, amiraux de la marine, hommes politiques et hauts fonctionnaires furent jugés à la prison de Sugamo, un établissement de haute sécurité situé au cœur de Tokyo. Auparavant utilisée pour les prisonniers politiques, elle abritait désormais d'anciens dirigeants de l'Empire. Le 3 mai 1946, les procès tant attendus débutèrent dans l'ancien bâtiment du ministère de la Guerre à Tokyo, méticuleusement préparé pour ce qui s'annonçait comme l'une des procédures judiciaires les plus importantes de l'histoire récente. La salle d'audience était comble, juges, procureurs, avocats de la défense, greffiers, traducteurs et journalistes du monde entier y siégeaient. Les accusés, vêtus de vêtements ordinaires, ne manifestèrent que peu de réaction à la lecture des chefs d'accusation. Malgré sa complexité, sa longueur et quelques lenteurs, le procès suivit son cours. Chacun des 11 juges était d'une nationalité différente, ce qui engendra des difficultés de gestion liées à la diversité de leur système juridique. Les barrières linguistiques ont complexifié la situation, nécessitant de fréquentes traductions entre le japonais, l'anglais, le russe, le chinois et d'autres langues. Les audiences quotidiennes se prolongeaient pendant des heures, chaque accusé ayant la possibilité de répondre aux charges retenues contre lui par l'intermédiaire de son avocat. Durant les premiers mois, l'attention s'est principalement portée sur Hideki Tojo. Ce dernier n'a ni nié son rôle important dans la planification de la guerre au Japon, ni contesté sa responsabilité dans les actions militaires. Au contraire, il a reconnu sa culpabilité, mais a soutenu avoir obéi aux directives gouvernementales et a estimé que ses actions étaient bénéfiques pour la nation. Il a également affirmé que l'empereur était au courant de tout en évitant de le poursuivre directement. La tentative de la défense de rejeter une partie de la responsabilité sur d'autres a été rejetée par l'accusation, qui a soutenu que Tojo avait exercé une influence considérable sur les décisions militaires et politiques de tout au long du conflit. Tout au long du procès, l'accusation a présenté un dossier de preuves accablant. Elle a fourni des documents détaillant le recours au travail forcé dans les territoires occupés, ainsi que les meurtres intentionnels de civils et les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre alliés. Le tribunal a examiné des photographies, des décrets militaires, des archives japonaises prises au combat, ainsi que des confessions écrites et des témoignages de survivants. Des récits détaillés de Nankin, de Birmanie, de Manille, de Singapour et d'autres lieux ravagés par la guerre ont également été présentés. Au cours du procès, plus de 400 témoins ont été appelés à la barre, parmi lesquels d'anciens officiers militaires, des fonctionnaires, des observateurs étrangers et des survivants de l'occupation japonaise. Après près de 2 ans de témoignages, de documents, de débats juridiques et de délibérations, les procès de Tokyo ont abouti à leur verdict final le 12 novembre 1948. Le prononcé des peines a marqué un tournant décisif, non seulement pour les accusés, mais aussi pour l'histoire du Japon pendant la guerre. La tension était palpable dans la salle d'audience à l'annonce des verdicts. Certains accusés restèrent impassibles. D'autres, la tête baissée, comprenaient la gravité et le caractère définitif des décisions. Après d'innombrables heures de délibération à huis clos, passées à examiner des pages et des pages de preuves et de transcriptions, les juges étaient parvenus à un verdict non sans dissension. Des divergences d'opinion apparurent quant à l'interprétation du droit international, la pertinence de certaines preuves et la question de l'éthique de juger des individus pour des crimes dont la définition était pour le moins floue avant la guerre. Se prononçant à la majorité, ils rendirent leur verdict. Sur les 28 accusés initiaux, plusieurs ne virent pas le procès se terminer. 2 succombèrent à la maladie en détention et un fut acquitté pour cause d'irresponsabilité pénale. Quant aux survivants, les peines furent diverses. 7 furent condamnés à mort et 16 à la prison à vie. 2 individus ont bénéficié d'une réduction de peine, probablement en raison d'une implication moindre ou d'une autorité insuffisante pendant la guerre. La décision de condamner 7 hommes à mort n'a pas été prise à la légère. Il s'agissait de ceux que le tribunal considérait comme les principaux instigateurs de la guerre, auteurs ou complices d'atrocités et architectes de la politique d'occupation brutale du Japon. Le tribunal a établi que leurs pouvoirs et leurs décisions avaient directement causé des millions de morts et des souffrances incommensurables en Asie et dans le Pacifique. Ces peines ne seraient pas exécutées immédiatement. Les condamnés ont été ramenés dans leurs cellules à la prison de Sugamo en attendant les préparatifs. Des appels ont été interjetés mais rejetés. Les Alliés ont clairement indiqué qu'il n'y aurait pas de grâce. La justice, selon les nations victorieuses, serait rendue.
Le matin du 23 décembre 1948, alors que Tokyo dormait, les derniers actes se déroulèrent discrètement à la prison de Sugamo. Les exécutions commencèrent avant l'aube, à l'abri des regards et sans cérémonie. La cour de la prison fut préparée pour les pendaisons et le processus se déroula sous étroite surveillance. Seuls quelques officiers et membres du personnel médical étaient présents. Aucun journaliste, aucun proche, aucune déclaration publique ne fut faite avant la fin. Les exécutions eurent lieu successivement, chaque condamné étant conduit à l'échafaud à son tour. La procédure se déroula rapidement, conformément au protocole militaire. Il n'y eut aucune pause, aucun dernier mot des condamnés. Certains gardèrent le silence, tandis que d'autres laissaient transparaître une terreur manifeste. Pourtant, aucun ne défia l'autorité. À la fin de la matinée, les 7 hommes avaient été mis à mort. La même institution, où ils avaient attendu plus de 2 ans, leur jugement devint le théâtre de leurs derniers instants. Après les exécutions, les corps furent traités avec la plus grande discrétion, sans aucune formalité. Transportés rapidement sous escorte militaire jusqu'à un crématorium de Tokyo, ils furent incinérés. Leurs cendres furent ensuite dispersées dans la baie de Tokyo. Ce geste était délibéré. Les Alliés, alors occupants, souhaitaient empêcher que les lieux de sépulture ne deviennent des sanctuaires ou des symboles politiques. Ils comprenaient le pouvoir symbolique des monuments, surtout dans un pays où certains considéraient encore ces hommes comme des patriotes. En faisant disparaître les dépouilles clandestinement et en effaçant toute trace, ils ont réussi à contrecarrer toute glorification potentielle après la guerre. Ces exécutions marquèrent la fin d'une période sombre de l'histoire moderne du Japon. Tandis que les procès de Tokyo visaient les plus hautes figures politiques et militaires du pays, une vaste procédure judiciaire était en cours dans toute l'Asie et le Pacifique. Les puissances alliées ont mis en place une série de tribunaux régionaux pour crimes de guerre afin de juger de nombreux militaires, gardes, personnels médicaux et administrateurs civils japonais ayant participé à des atrocités de guerre. Ces procès se sont déroulés dans les pays touchés par l'occupation japonaise et ont porté sur des crimes commis localement, bien qu'ayant eu lieu loin de Tokyo et n'en étant pas moins odieux. L'armée américaine a tenu des procès à Manille pour des individus impliqués dans les brutales campagnes menées aux Philippines sous l'occupation japonaise. L'un des cas les plus marquants fut celui du général Tomoyuki Yamashita qui commandait les forces japonaises aux Philippines. Bien qu'il n'ait pas donné personnellement beaucoup d'ordres de massacre, il a été reconnu coupable en vertu du principe de responsabilité du commandement. Le tribunal a établi que, lors de la bataille de Manille, Yamashita avait négligé de contrôler ses troupes, ce qui avait entraîné le massacre de dizaines de milliers de civils et la destruction de quartiers entiers. En 1946, un homme condamné à mort fut exécuté par pendaison le 23 février. Sa condamnation marqua une étape juridique cruciale, établissant la responsabilité des commandants militaires pour les actes de leurs subordonnés. À travers la Chine, de nombreux procès furent menés dans des villes comme Nankin et Shanghai par le gouvernement nationaliste. Ces procédures judiciaires portaient sur diverses atrocités commises par les forces japonaises durant leur longue occupation. Parmi les condamnés figurait Isao Tani, lieutenant général qui avait participé au massacre de Nankin en 1937, où des milliers de civils chinois furent brutalement assassinés. La condamnation de Tani entraîna son exécution en 1947. Les procès chinois révélèrent des preuves substantielles de travail forcé, d'expérimentations humaines et de destruction de villages, notamment dans le nord de la Chine. À Singapour, les autorités britanniques le présidèrent lors des procès pour crimes de guerre commis contre des prisonniers de guerre alliés. Le chemin de fer de Birmanie-Thaïlande, tristement célèbre sous le nom de chemin de fer de la mort, a fait l'objet d'une enquête approfondie. Des milliers de prisonniers britanniques, australiens et néerlandais y ont été contraints au travail forcé dans des conditions inhumaines. Nombreux furent ceux qui, coupables de sévices, de famine et d'exécution, furent condamnés à mort. Les autorités judiciaires britanniques ont également examiné de près les mauvais traitements infligés à la prison de Changjie et dans divers centres de détention d'Asie du Sud-Est. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les forces australiennes ont mené de nombreux procès, principalement concernant les atrocités commises sur les prisonniers de guerre et les populations civiles. Ces procédures judiciaires se sont déroulées notamment à Rabaul, où des officiers japonais capturés ont été présentés devant des tribunaux militaires. L'Australie a poursuivi plus de 300 personnes, certaines ont été condamnées à mort, tandis que beaucoup ont écopé de longues peines de prison pour des crimes tels que des exécutions sommaires, des actes de torture et des marches forcées. Des procès ont également eu lieu en Birmanie, dans les Indes orientales néerlandaises, l'actuelle Indonésie, en Corée et à Hong Kong. Des procès furent organisés pour obtenir justice pour les massacres,
la prostitution forcée, la famine et les exécutions extrajudiciaires. Contrairement aux procès internationaux de Tokyo, ces procès régionaux furent malmenés par les nations anciennement occupées par le Japon. Ils firent souvent appel à des témoins locaux et se concentrèrent sur des incidents individuels. À leur conclusion, en 1951, plus de 5700 ressortissants japonais avaient été inculpés de crimes de guerre dans diverses régions. Parmi eux, environ 984 furent condamnés à mort. Des milliers d'autres écopèrent de peines de prison allant de quelques années à la perpétuité. Ces procès jouèrent un rôle important dans la quête historique de justice pour les atrocités commises pendant la guerre et établir des références juridiques pour les conflits futurs. Alors que la capitulation du Japon devenait imminente, en août 1945, une vague de suicides se produisit parmi ses dirigeants militaires et politiques, la perspective d'une arrestation, d'un procès public et d'une exécution étant insupportable pour beaucoup. Ces hommes avaient bâti leur vie professionnelle sur la loyauté envers l'empereur, leur respectabilité militaire et la conviction que la capitulation était déshonorante. Plutôt que de se soumettre à un jugement extérieur, ils choisirent de mettre fin à leur jour selon leurs propres règles. Certains eurent recours au suicide rituel ou seppuku, une pratique issue des coutumes des samouraïs, tandis que d'autres utilisèrent des armes à feu ou du poison. Ces actes étaient perçus comme un moyen de préserver la dignité humaine face à l'effondrement de leur empire. Le taux de suicide parmi les officiers augmenta considérablement dans les jours qui suivirent la déclaration de capitulation, notamment parmi ceux en poste à l'étranger ou occupant des postes importants. Le général Toshizo Nishio, qui avait commandé des postes clés pendant la guerre en Chine, en est un exemple face à la perspective d'être convoqué pour s'expliquer sur les actions menées sous son commandement. Il opta pour le suicide à la fin de l'année 1945. Sa mort passa largement inaperçue en Occident, bien qu'elle s'inscrive dans un mouvement plus large de fuite des officiers durant la période impériale japonaise. Parmi les suicides notables figure celui du général Korechika Hanami, ministre de la guerre au moment de la capitulation. Bien qu'il n'ait pas été inculpé lors des procès de Tokyo, ces actes influencèrent considérablement la décision du Japon d'accepter les conditions de la capitulation. Malgré son rôle dans le processus de paix, il reconnut sa culpabilité dans la guerre et mit fin à ses jours le 15 août 1945, quelques heures seulement après la déclaration de l'empereur. Dans les territoires occupés comme la Corée, Taïwan et certaines régions chinoises, des commandants japonais choisirent de se suicider à l'approche des forces alliées. Nombre d'entre eux craignaient d'être torturés ou exécutés par les résistants locaux ou les troupes alliées. Dans certains cas, des unités militaires entières optèrent pour le suicide collectif, incités par leurs commandants pour éviter le déshonneur. Le suicide n'était pas l'apanage des officiers supérieurs. De nombreux officiers subalternes et civils succombèrent à la mort, souvent paisiblement chez eux, parfois entourés de leurs proches. Certains laissèrent des lettres d'allégeance à l'empereur ou exprimèrent leurs regrets quant aux conséquences de la guerre. D'autres disparurent sans explication. Leurs décès créèrent des lacunes dans les enquêtes ultérieures, entravant l'identification complète des responsables de certains crimes. Après les enquêtes de 1948, l'attention se porta sur les criminels de guerre condamnés restants, incarcérés à perpétuité ou à des peines fixes à la prison de Sugamo. Contrairement à la période chaotique du début de l'occupation, cette phase d'incarcération fut caractérisée par un climat de calme et d'ordre. Les routines étaient scrupuleusement respectées, mais sans événements marquants. Ceux qui avaient jadis commandé des armées et élaboré des stratégies nationales se retrouvaient désormais enfermés derrière des murs de béton, coupés de la nation qu'ils avaient auparavant gouvernée. Nombre de détenus aspiraient à la solitude. Les prisonniers étaient détenus à l'isolement et soumis à une routine comprenant repas, exercices physiques et travaux occasionnels. Aucun privilège n'était accordé en fonction du grade. Ainsi, les hauts gradés, tels que les généraux et les anciens premiers ministres, subissaient les mêmes conditions que les fonctionnaires de rang inférieur. Le courrier était surveillé, les visites rares, et le public japonais ignorait tout des conditions de vie à Sugamo. Au fil du temps, plusieurs prisonniers succombèrent à des maladies aggravées par l'âge et le stress. Shigenori Togo, ancien ministre des Affaires étrangères condamné à 20 ans de prison, mourut en 1940, alors qu'il était encore incarcéré. Un autre prisonnier, Hirinuma Kirichiro, ancien Premier ministre condamné à la prison à vie, mourut également en 1952. Avec la ratification du traité de San Francisco en 1951 et son entrée en vigueur en avril 1952, le Japon recouvra officiellement sa souveraineté. Les États-Unis furent chargés de superviser le pays pendant cette période.
La fin de l'occupation a engendré de nouvelles difficultés, notamment pour gérer les conséquences de la guerre. Alors que le Japon s'efforçait de relancer son économie et de réintégrer la scène internationale, les demandes de libération des criminels de guerre encore en liberté se sont intensifiées. Des hommes politiques, des familles de prisonniers et certains secteurs de l'administration estimaient que les personnes emprisonnées pour crimes de guerre avaient déjà purgé leur peine. Certains pensaient que le maintien en détention était inutile. D'autant plus que le Japon était devenu un allié des États-Unis pendant la guerre froide. D'autres considéraient ces condamnations comme politiquement motivées plutôt qu'impartiales. Entre 1952 et 1958, sous l'impulsion des Japonais et avec l'accord des Américains, des libérations ont eu lieu. Les hommes condamnés à la prison à vie ont été progressivement libérés. Ces décisions étaient prises discrètement, parfois sous couvert de clémence, et souvent en raison de l'âge, de l'état de santé ou de la bonne conduite. En 1958, la dernière cohorte de criminels de guerre de classe A, survivants, fut libérée de la prison de Sugamo sans aucune cérémonie officielle. La plupart des anciens prisonniers reprirent discrètement leur vie civile, évitant tout débat public sur leur passé. Ces libérations suscitèrent la controverse, tant au Japon qu'à travers l'Asie. Si certains Japonais y voyaient un pas vers la guérison et la réconciliation, elles indignèrent les pays ayant subi l'occupation japonaise. Pour les survivants d'atrocités telles que les massacres, le travail forcé et les camps de prisonniers, la libération prématurée de criminels de guerre condamnés fut perçue comme une injustice. Durant toute la guerre, l'empereur Hirohito joua un rôle symbolique, figurant dans les ordres militaires et incitant les soldats à se battre et à mourir pour l'Empire. Fait remarquable, il ne fut jamais mis en examen lors des procès. De nombreuses personnes ont attribué une part de responsabilité à l'empereur dans l'expansion militaire du Japon et ses actions pendant la guerre. Des historiens et des commentateurs politiques ont mis en avant des documents indiquant qu'Hirohito était régulièrement informé des opérations militaires et approuvait les décisions cruciales. Cependant, le général Douglas MacArthur a pris la décision définitive de ne pas le poursuivre en justice. MacArthur, de concert avec les dirigeants américains, craignait qu'un procès ou une exécution d'Hirohito ne provoque une crise au Japon. Ils anticipaient que de telles actions engendreraient une rébellion, des troubles ou une opposition à l'occupation américaine. Par conséquent, l'administration américaine a choisi de faire d'Hirohito une figure de stabilité. Il a été autorisé à conserver son trône, mais son autorité politique et divine lui a été retirée. En janvier 1946, il a fait une déclaration publique inhabituelle, reconnaissant qu'il n'était pas une entité divine, une notion largement répandue pendant la guerre. Cette déclaration a marqué un tournant significatif dans le paysage culturel et politique du Japon. Sous la constitution révisée, l'empereur n'occupait plus qu'un rôle symbolique dépourvu de toute influence politique ou militaire. Pourtant, le choix de soustraire Hirohito à tout contrôle judiciaire continue de susciter le débat. Ses détracteurs affirment que la justice a été bafouée puisque le principal responsable japonais de la guerre a échappé à toute responsabilité. Les victimes de la guerre, notamment celles des nations soumises à une occupation brutale, ont perçu cette protection comme une concession politique les privant d'une réparation complète. Quoi qu'il en soit, Hirohito a régné jusqu'à sa mort en 1989. Après la libération des derniers prisonniers, le Japon s'est efforcé de tourner la page. De nombreux anciens dirigeants se sont retirés de la vie publique. Certains ont choisi de taire la guerre à jamais. Pendant des années, les manuels scolaires japonais ont éludé les atrocités de guerre. Les mémoriaux dédiés aux victimes en Chine, en Corée et aux Philippines présentent un tout autre récit. Au Japon, le sanctuaire Yasukuni commémore les soldats japonais morts au combat. 14 criminels de guerre de classe A, tels que Dojo, sont inclus dans ce groupe, ce qui entraîne un conflit important avec des nations comme la Chine et la Corée du Sud, en particulier lorsque des officiels japonais viennent se recueillir au sanctuaire.